Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce lundi. 6 vols hebdomadaires seront assurés par la compagnie nationale Air Algérie à compter du 1er juin de et vers la France, la Turquie, l'Espagne et la Tunisie suite à la décision relative à l'ouverture partielle des frontières aériennes. Les détails à suivre dans un instant. L'Algérie préside le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacré au Mali. Sabri Boukadoum, le ministre des Affaires étrangères, appelle les acteurs maliens à faire preuve de persévérance afin d'avancer dans le processus de transition et d'obtention de résultats concrets. Les travaux de la 3e édition du séminaire sur la cybersécurité et la cyberdéfense, enjeux et défis à la lumière des nouvelles mutations multidimensionnelles, a été donc clôturé aujourd'hui. On y revient également tout à l'heure en détail. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, des mesures ont été arrêtées ce lundi sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Des mesures édictées par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire. D'abord, parmi les mesures, les 6 vols hebdomadaires seront assurés par la compagnie nationale Air Algérie à compter du 1er juin de et vers la France, la Turquie, l'Espagne et la Tunisie suite à la décision relative à l'ouverture partielle des frontières aériennes. C'est ce qu'indique ce lundi un communiqué des services du Premier ministre. 3 vols hebdomadaires de et vers la France seront donc assurés par la compagnie Air Algérie à raison de 2 vols de et vers Paris, 1 vol de et vers Marseille, en plus d'un vol hebdomadaire qui sera assuré de et vers la Turquie, Istanbul, l'Espagne, Barcelone et la Tunisie, Tunis, la capitale, selon toujours le même communiqué. Dans un premier temps, seuls les aéroports d'Alger, d'Oran et de Constantine seront autorisés à accueillir les passagers à l'arrivée ou en partance de ces destinations. Pour ce qui est des conditions d'embarquement à destination de l'Algérie, le voyageur doit être détenteur d'un résultat négatif d'un test RT-PCR datant de moins de 36 heures avant la date du voyage, selon le communiqué. Il doit également disposer d'un billet valide et de la fiche sanitaire dûment renseignée et s'acquitter préalablement des frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire auquel doit se soumettre chaque passager à l'arrivée sur le territoire national, ainsi que les frais du test de dépistage du Covid-19 prévus par les autorités sanitaires. Le communiqué précise également que les frais de séjour dans les sites d'hébergement sont à la charge exclusive du passager. Ces conditions doivent être impérativement réunies avant l'embarquement. Concernant les conditions sanitaires applicables à l'arrivée en Algérie, il s'agit d'abord de la présentation d'un test RT-PCR de moins de 36 heures. Le passager devra se soumettre à un confinement sanitaire obligatoire d'une période de 5 jours au niveau d'un des établissements hôteliers prévus à cet effet, avec un contrôle médical permanent avec l'application d'un test de dépistage de Covid-19 à la fin du confinement. La levée du confinement se fera au 5e jour à la suite d'un test de dépistage du Covid-19 négatif. En cas de résultat positif, le confinement est reconduit pour une période supplémentaire de 5 jours, précise la même source. S'agissant des conditions de confinement, une liste des établissements hôteliers offrant toutes les conditions requises pour le confinement des passagers est arrêtée conjointement entre le secteur de l'intérieur, du tourisme et de la santé. Pour ce qui est des modalités de sortie du territoire national, les passagers demeurent soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d'accueil pour leur entrée sur leur territoire. En matière d'information et de communication, une large campagne de communication et de vulgarisation est mise en œuvre dès l'ouverture des frontières aériennes pour faciliter les déplacements. La compagnie Air Algérie est chargée de relayer à travers son site web toutes les informations complémentaires et les précisions nécessaires à la mise en œuvre donc, du dispositif prévu. Ces modalités opérationnelles nécessaires à la concrétisation de la décision de réouverture partielle des frontières aériennes s'inscrivent dans l'objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tous les risques de propagation du coronavirus, selon le communiqué
elles sont soutenues par la démarche basée sur la prudence, la progressivité, la flexibilité qui restent adaptables en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, soutient également le communiqué du Premier ministère. Dans l'actualité également, on parle ce soir de l'activité diplomatique du ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum. Il a présidé ce lundi la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité, une réunion qui a été consacrée à l'examen des développements de la situation au Mali avec la participation de plusieurs ministres des Affaires étrangères, des États membres du Conseil et des responsables de haut niveau de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Ouest, la CEDEAO, et de l'Organisation des Nations Unies. Les participants à cette rencontre ont d'abord abordé les développements de la situation sécuritaire et politique au Mali, ainsi que la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Ces mêmes intervenants ont salué les efforts de l'Algérie en sa qualité d'État pionnier de la médiation internationale et présidente du comité de suivi de l'accord. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, avait appelé lors de son intervention à cette même réunion les acteurs maliens à faire preuve de persévérance afin d'avancer dans le processus de transition et d'obtention des résultats concrets. On l'écoute. La célébration en ce mois du 6e anniversaire de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger offre une nouvelle occasion d'évaluer les progrès accomplis jusqu'à présent pour relever les multiples défis auxquels le Mali est confronté depuis la dernière réunion de notre Conseil en octobre dernier, où des mesures importantes ont été prises en vue du parachèvement du processus de transition et faire avancer le programme de paix et de réconciliation. Dans cette perspective, nous saluons les avancées encourageantes réalisées en vue de garantir le plein fonctionnement des organes de transition, y compris le Conseil national de transition. Les consultations sont toujours en cours pour former un nouveau gouvernement. Et de ce fait, nous exhortons les acteurs maliens à préserver les acquis obtenus jusqu'à présent et à construire un consensus nécessaire autour des réformes essentielles en vue de garantir le succès des élections prévues pour l'année prochaine. Le ministre des Affaires étrangères a également évoqué la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation qui a pris un nouvel élan récemment et qui doit encore être accéléré. On l'écoute. Excellency, the peace and reconciliation process. Le processus de paix et de réconciliation au Mali que nous soutenons est un processus fait par les Maliens pour les Maliens. Alors que nous aspirons tous à avoir des résultats concrets et positifs le plus rapidement possible, nous devons garder à l'esprit qu'un tel processus est par essence long, complexe et difficile et qu'il exige de la patience et de la persévérance. Ajoutez à cela les défis qui menacent de renverser la situation sécuritaire dans le nord et le centre du pays en raison des activités terroristes. Des questions de politique et de gouvernance aux besoins sociaux et humanitaires, des préoccupations sécuritaires à l'assistance économique et financière nécessaire. Ces défis illustrent le besoin urgent de conjuguer les efforts pour apporter un soutien efficace et concret aux acteurs maliens. Notre Conseil devrait donc poursuivre son rôle actif et aider les parties maliennes à faire de nouveaux progrès sur la voie de la paix et de la réconciliation. À présent, j'attends d'être informé de vos points de vue concernant les moyens de réaliser cet objectif commun. Enfin, je réitère ma ferme condamnation de l'assassinat du président de la coordination des mouvements de l'Azawad, Feu Ould Sidat, un homme consensuel qui a joué un rôle clé dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. La réunion a été sanctionnée par une série de recommandations portant notamment sur la nécessité de relancer le rôle de l'Union africaine dans l'accompagnement et le soutien des autorités maliennes en vue d'assurer le succès des échéances électorales de l'année prochaine, d'inciter les parties maliennes à appliquer toutes les mesures, plutôt toutes les clauses de l'APR, notamment celles liées au déploiement des unités de l'armée reconfigurée et de la police régionale, et de lancer les projets éligibles au financement par le Fonds de développement durable pour les régions du Nord. Dans leurs recommandations également, les participants ont aussi affirmé leur soutien à la République du Mali dans ses efforts de lutte contre le terrorisme, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'adopter une approche globale pour traiter les causes profondes de ce phénomène.
Les travaux de la 3e édition du séminaire sur la cybersécurité et la cyberdéfense, enjeux et défis à la lumière des nouvelles mutations multidimensionnelles, organisé pour rappel à Alger, ont pris fin ce lundi. Le compte rendu avec Nahla Arabi. La cérémonie de clôture des travaux de la 3e édition du séminaire sur la cybersécurité et la cyberdéfense intitulée Enjeux et défis à la lumière des nouvelles mutations multidimensionnelles a été supervisée au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, par le général-major Mohamed Qaïdi, chef du département emploi, préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire. Au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, j'annonce officiellement la clôture de la 3e édition du séminaire national sur la cybersécurité. Dans son allocution de clôture, le général-major a réaffirmé la nécessité de concrétiser et de mettre en place des mécanismes adéquats à même de maîtriser la sécurité et la défense cybernétique afin de garantir la protection et la défense de notre cyberespace et de veiller à améliorer le travail et de consolider la coordination avec tous les acteurs nationaux pour un cyberespace sûr et fiable. Cette rencontre de 2 jours a vu plusieurs interventions couronnées par d'importantes propositions et recommandations. Elle a constitué une opportunité pour les experts civils et militaires de la sécurité et de la défense cybernétique d'échanger les informations et les points de vue sur les défis et les enjeux qu'imposent les nouvelles formes de cybermenaces. Coïncidant avec la journée mondiale de l'Afrique, la 7e édition du Forum africain de l'investissement et du commerce s'est tenue aujourd'hui à Alger. Un forum qui a vu la participation de près de 350 opérateurs économiques venus d'une 50aine de pays. Couverture, Yasmine Messoudi. Se tourner vers l'Afrique et mettre les bouchées doubles pour exploiter toutes les opportunités. Une priorité relevée lors du 7e Forum africain de l'investissement et du commerce, regroupant un nombre important de pays du continent africain. L'événement d'aujourd'hui, ça ne peut être que du bénéfice pour l'Algérie et pour l'Afrique, étant donné que le Covid a bloqué le monde entier pendant plus d'1 an et demi. Donc je pense que c'est une opportunité pour l'Algérie et pour l'Afrique. Nous avons un potentiel. Ce potentiel, il faut le valoriser. Pour le valoriser, surtout dans le domaine agricole, il faut toute une organisation, un système d'export. Parce que l'export, c'est un métier. Ce n'est pas n'importe qui va faire de l'exportation. Et il faut aussi un soutien. Le soutien de l'État, c'est quoi? C'est la logistique, c'est les entrepôts frigorifiques qui partent du nord vers le sud, c'est-à-dire aux frontières. Pas moins de 80 entreprises publiques et privées intéressées par l'exportation et l'investissement dans les pays d'Afrique ont exposé une large gamme de produits algériens. Nous comptons aussi sur la nouvelle approche des pouvoirs publics, de dynamiser la diplomatie économique et d'atteindre ce chiffre-là, être contributeur pour atteindre le chiffre de 5 milliards de dollars d'exportation par hydrocarbures. On a une expérience en Afrique. Notre projection est naturelle, c'est les pays africains. On a déjà exporté par le passé. Certes, les chiffres restent faibles, mais nous comptons absolument développer ces chiffres-là pour répondre à des besoins qui existent réellement. Est-ce que nous avons déjà commencé à exporter? Oui, nous avons déjà plusieurs pays où nous avons déjà exporté. Nous avons répondu déjà à 2 appels d'offres, nous en avons gagné déjà un. Et un 3e qui est en cours qui va s'ouvrir d'ici le 8 juin, c'est un 3e pays africain. Cette manifestation qui s'étendra sur 2 jours intervient quelques mois après la ratification par l'Algérie de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Et toujours à l'occasion de la journée mondiale de l'Afrique, Muntada Dakira a organisé aujourd'hui une journée de solidarité avec le peuple sahraoui. Couverture, Yanis Aïd Balqassama. Les pays africains doivent conjuguer leurs efforts pour le rétablissement de la paix et la stabilité pour le parachèvement du processus de décolonisation. Lors de cette journée, il a été question de mettre en lumière et d'agir communément pour l'application des résolutions de l'ONU et de l'UA, appelant au respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de réaffirmer avec force leur soutien inconditionnel pour ce peuple. C'est l'occasion de faire valoir ce qui a été accompli en Afrique, ainsi que les défis à l'avenir. En cette journée mondiale de l'Afrique, j'appelle à plus de solidarité politique, socio-économique avec le Front de Polisario pour que le peuple sahraoui puisse exercer pleinement ses droits à l'indépendance.
Le gouvernement sahraoui appelle les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne à intensifier leurs efforts pour mettre fin à l'occupation illégale du Sahara occidental en vue de permettre à son peuple d'exercer pleinement ses droits à l'indépendance, exercer leur souveraineté sur l'ensemble de leur territoire appartenant au peuple sahraoui. À présent, la donne a changé quant à la question sahraoui. On remarque une conscience mondiale sur la vérité de la question du peuple sahraoui. D'où la nécessité de participer fortement à la solidarité avec le peuple sahraoui pour mettre fin à la dernière colonie en Afrique. Le bilan Covid pour ce lundi, de 247 nouveaux cas confirmés, 151 guérisons et également on dénombre 8 décès selon un communiqué du ministère de la Santé. La campagne électorale se poursuit pour le 5e jour consécutif. Nous revenons ce soir sur le résumé de la journée d'hier où les candidats sont allés à la rencontre de leurs électeurs potentiels. Ils ont appelé à un vote massif pour amorcer des réformes et réclamées par le peuple. Le résumé avec Amélia Belal. Le président du Front, le Moustaqbel Abdelaziz Bel'Aïd, a déclaré à Skikda que les législatives constituent une grande responsabilité pour le peuple algérien et les partis politiques, compte tenu des conditions socio-économiques traversées par le pays. Kamel Ben Salem, président du parti Le Renouveau algérien, a plaidé quant à lui à Souagui, à l'est de Médéa, en faveur du renforcement des prérogatives des présidents des assemblées populaires communales. Les prochaines échéances électorales constitueront une occasion pour renouveler la confiance entre le citoyen et la classe politique, a déclaré le président du mouvement l'Islah, Filali Rouini, à partir de Tlemcen. Être au service du citoyen et du pays sont parmi les préoccupations du représentant du secrétaire général du parti Al-Karama, Mohamed Lahbib Ben Boulaïd, qui a appelé à Alger les citoyens à aller voter massivement. L'Akhdar Ben Khallaf, cadre du parti Le Front pour la justice et le développement, a réaffirmé à Constantine son engagement pour une prise en charge effective des problèmes et préoccupations des jeunes en leur accordant la priorité dans tous les secteurs. Lamine Ousmani, président de la Voix du Peuple, a souligné depuis Tlemcen qu'il est du devoir de la classe politique de trouver les solutions adéquates aux problèmes que vivent le pays et le peuple algérien. De son côté, le représentant du mouvement Al-Bina Al-Watani, Ahmed Daden, a souligné à Sidi Bel Abbas que les législatives constituent un pas positif vers le dénouement de la crise politique et l'amorce des réformes réclamées par le peuple et les forces politiques. Dans la capitale, le représentant du secrétaire général du parti Al-Jil Jadid, L'Akhdar Amqran, a affirmé que le concept de la démocratie et de l'état de droit se base sur les règles d'un jeu politique clair. Depuis la wilaya de Djidjel Moussa Touati, président du parti Front National algérien, a appelé les citoyens à voter en masse le 12 juin pour mettre fin à une assemblée populaire nationale désignée et aller vers une APN élue par le peuple. Depuis Alger, la présidente du parti Tajamou' al-Amal Jazair, Fatima Zohra Zarwati, a insisté sur l'impératif de réhabiliter l'acte politique et amorcer une rupture totale avec les pratiques qui ont enfoncé le pays dans la crise. À ces tifs, le président du Front de la Bonne Gouvernance, Aïssa Belhadi, a plaidé en faveur de la réussite du processus électoral pour édifier des assemblées élues légitimes qui seront de vrais représentants de la voix du peuple. Tahar Ben Beibesh, président du parti Al-Fajr al-Jadid depuis Tipaza, a déclaré lors de son meeting que la crédibilité de toute opération électorale est tributaire de l'engagement des citoyens à y participer. Une rupture totale avec les anciennes pratiques et le leitmotiv des candidats en campagne dans la légitimité également de l'Assemblée et les solutions aux préoccupations des Algériens au cœur des meetings de campagne pour les candidats. Le deuxième résumé de ce soir avec Nessani Ben Saïdi. Le président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, Jamel Ben Zaidi, a affirmé à partir d'Oran que les législatives du 12 juin prochain représentaient une opportunité de redonner confiance aux citoyens en les institutions de l'État. Abdallah Haddad, président du Front du militantisme national et depuis Blida, a déclaré que seul le peuple est en mesure de provoquer le changement souhaité et poser la première pierre de la nouvelle Algérie à travers une forte participation aux législatives du 12 juin. Le président du Front de l'Algérie nouvelle, Jamel Ben Abdessalam, a déclaré depuis Rélizen à la nécessité d'une prise de conscience politique afin de semer l'espoir et faire renaître la confiance chez les Algériens pour réussir ce rendez-vous électoral.
Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Taïb Zitouni, à partir de Biskra, a affirmé que sa formation politique est au service du pays et ne défend pas le système corrompu qui prévalait auparavant. Abdelaziz Belaïd, président du Front Al-Moustaqbel, a déclaré depuis Annaba que la construction et la fortification de la patrie exigent des institutions constitutionnelles fortes à travers la mobilisation des citoyens et leur participation au choix de leurs représentants. Filali Rouini, secrétaire général du mouvement Al-Islah, a appelé depuis Oran que les prochaines législatives constituent une étape importante pour regagner la confiance du citoyen et lui permettre de contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.